Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, lundi 23 décembre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Issifou Mahamadou, a présidé ce lundi matin la cérémonie de baptême de la place lieutenant-colonel Hassan Anoutaba. C'était en présence des parents ainsi que de connaissances du lieutenant-colonel Hassan Anoutaba. Il y avait aussi nos reporters Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Place lieutenant-colonel Hassan Anoutab, c'est désormais le nom de la place attenante de l'hôtel des postes. Un geste des autorités de la 7e République pour immortaliser la bravoure du lieutenant-colonel Hassan Anoutab, tué à Inates le 10 décembre dernier avec 70 autres éléments tombés armes à la main. En baptisant la présente place du nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab, nous avons voulu lui rendre hommage. Un hommage amplement mérité. Nous avons voulu aussi, à travers lui, rendre hommage à tous ses camarades morts sur le champ d'honneur. Leur souvenir restera gravé éternellement dans notre mémoire collective. Comme on dit, les héros ne meurent jamais. Les héros sont immortels. Et nous ferons tout pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Cette cérémonie de baptême a eu lieu en présence des parents, amis et connaissances du lieutenant-colonel Hassan Anoutab qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative qui vise à préserver la mémoire du lieutenant-colonel Hassan Anoutab et compagnons. Le baptême de cette place du nom de notre cher papa en est une illustration parfaite. Vous êtes un bon père pour la nation. Merci. Mon papa, mon héros. Certes, mes mamans, mes frères, sœurs et moi sommes préparés à ton absence, mais ta mort a été si soudaine. Tu nous as quittés si violemment de façon précoce. Nos cœurs meurtris sont dévastés par une douleur insoutenable. Mais notre douleur est atténuée par ta grande bravoure reconnue et clamée par tous. Quant au ministre de la Défense, cette place est un symbole de bravoure pour le lieutenant-colonel et compagnons. Cette cérémonie hautement symbolique matérialise la reconnaissance à travers leur chef du sacrifice de chacun des héros du 10 décembre 2019. Le lieutenant-colonel Hassan Anoutab a su faire preuve avec ses 70 camarades d'un comportement qui force l'admiration. En nous quittant dignement pour la paix, cette paix si chère pour la préservation de laquelle nous ne devons jamais baisser la garde, ils ont mis en exergue la pertinence de l'exercice de ce métier. C'est par le dévoilement de la stèle en mémoire du lieutenant-colonel Hassan Anoutab et compagnons par le président de la République, les membres du gouvernement et les membres de la famille du défunt qu'a pris fin cette cérémonie de baptême de la place lieutenant-colonel Hassan Anoutab. Restons justement à quelques mètres de cette place Nafisa Zakou, précisément à l'Assemblée nationale, où les travaux de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire, ont pris fin ce lundi sur une note de satisfaction. Dans son discours de clôture, le président de cette institution, Ousseini Tini, a appelé la classe politique nigérienne dans son ensemble de créer un climat d'apaisement dans un contexte sécuritaire dégradé au Nigeria. S'il vous plaît.
La clôture de cette session ordinaire ou session budgétaire de l'année 2019 est intervenue à un moment où les Nigériens continuent à déplorer la mort de 71 soldats tués le 10 décembre dernier à Inates. C'est pourquoi, dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a appelé à une mutualisation des efforts pour combattre le terrorisme. Aucun des foyers terroristes actuellement actifs n'a ni sa source, ni son principal terrain d'extension au Niger. Au terrorisme fléau mondial, on doit opposer une riposte internationale, comme ce fut le cas contre les régimes fascistes et les extrémismes religieux. C'est dans le cadre de cette diplomatie parlementaire que notre Parlement a pesé de tout son poids pour donner vie et forme au comité interparlementaire G5 Sahel, institution qui se donne l'ambition de porter haut l'ambition de nos différents parlements de soutenir les efforts des gouvernements dans le combat commun contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au vu du contexte sécuritaire dégradé, le président de l'Assemblée nationale a dans son discours exhorté les politiciens nigériens tous bords confondus à regarder dans la même direction dans l'intérêt du pays. Il faut, comme on dit, jeter la rancune à la rivière et taire rivalité, malentendu et méfiance, le temps de passer les chemins escarpés actuels. Nous ne pouvons pas nous déchirer alors qu'à nos frontières, des ordres barbares s'attaquent aux fondements essentiels de notre pays. Ce pays pour lequel partis politiques, associations et citoyens font commune, profession de foi d'aimer et de défendre. Tous les députés par ma voix demandent que l'on donne sa chance au dialogue sincère afin de préserver la quiétude sociale et politique. La fermeture de la frontière du Nigeria a été également évoquée par le président Ousseini Tinni. La représentation nationale n'a pas manqué de s'interroger sur la pertinence des accords bilatéraux et multilatéraux qui nous unissent avec ce voisin et ami. Mais au-delà des textes, foi par nature, il y a la chaleur d'une vraie fraternité. Il y a l'histoire ancienne et récente. Il y a des habitudes de vie. Il y a de la proximité de culture et des conditions de vie. Notre souhait est que s'aplanissent toutes les difficultés ayant conduit à cette situation extrême. Notre souhait est qu'on puisse rapidement parvenir à un point d'équilibre. Au cours de cette session budgétaire, les députés nationaux ont examiné et adopté plusieurs projets de loi, dont celui de la loi des finances 2020. Hier dimanche, le président français Emmanuel Macron était en visite de quelques heures ici à Niamey. À cette occasion, le président Macron, accompagné de son homologue du Niger, était aux carrières des martyrs où ce sont donc pour s'incliner sur les tombes des 71 militaires nigériens tués le 10 décembre dernier à Inates. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Saloudoumi. Manifester sa compassion au peuple nigérien en se prosternant sur les tombes de nos vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur le 10 décembre dernier à Inates. Objet de cette présence du président français aux carrières des martyrs. Un geste qui n'a pas laissé indifférent Issoufou Mahamadou en exprimant sa gratitude à la France. La visite que vous nous rendez aujourd'hui va directement au cœur des Nigériens. Et cette visite confirme aussi votre engagement à nos côtés dans la guerre contre le terrorisme. Cette guerre dans laquelle des hommes meurent des deux côtés, de tous les côtés. Il y a de cela quelques semaines, la France a perdu 13 de ses soldats. Et nous avons perdu, le 10 décembre dernier, 71 de nos soldats. Et le sacrifice de ces soldats et le sacrifice de toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme, ce sacrifice ne doit pas être vain. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Pour pouvoir vaincre le terrorisme dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad, il faudra qu'on renforce nos alliances.
qu'on renforce nos alliances, notamment avec la France et avec les autres pays amis. Et je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous remercier pour tout ce que vous faites. Les États membres du G5 Sahel étant des pays souverains, leur choix sera respecté par la France lors de la réunion prévue à Pau le 13 janvier prochain, rétorque Emmanuel Macron. Ils se sont donc réunis à Niamey et j'y souscris pleinement. Je crois d'abord qu'il y a un sentiment partagé d'urgence. D'urgence à agir, à améliorer notre dispositif et à clarifier, comme je le disais, le cadre politique. Cette urgence, d'ailleurs, je dois reconnaître que le président Issoufou l'a tôt exprimé. Lorsque nous avions eu l'occasion au mois d'octobre à Lyon d'échanger, en marge de la conférence pour la reconstitution du Fonds mondial, le président Issoufou m'avait dit avec beaucoup de force qu'il voyait les conditions se dégrader sur le terrain et le sentiment qu'il avait d'une accélération indispensable. À cette accélération, nous avons ajouté la clarification que j'évoquais tout à l'heure, car il apparaît que nous sommes aujourd'hui entravés par un cadre qui n'est pas suffisamment clair, qui, de ce fait, brouille parfois notre coordination, surtout pour des sujets qui sont très transfrontaliers, et conduit à manquer d'efficacité parce qu'une part de la solution en accompagnement du militaire est aussi politique. Je serai donc, pour ma part, à Pau, à l'écoute de toutes ces propositions et de ces positions pour avancer plus vite et plus fort. Le président a profité pour faire la visite des bases militaires Barkhane. S'agissant de la rencontre le 13 janvier prochain à Pau, les populations ne doivent pas s'attendre à grand-chose, en tout cas en se référant à la conclusion des travaux de la réunion des chefs d'État du G5 Sahel tenue à Niamey le 15 décembre dernier. Et puis, le mouvement tournant la page pour l'alternance démocratique en Afrique a rendu public un communiqué de presse ce jour même. Tournons la page, salue cette visite du président Emmanuel Macron au Niger pour se recueillir sur les tombes de nos martyrs d'Inates, une première de l'histoire des relations entre la France et les pays du Sahel. Le mouvement TLP Niger tient à affirmer qu'il ne prend aucunement position contre les Français ou la France, mais bien contre la politique française en Afrique, particulièrement au Sahel. Aussi, le mouvement TLP réaffirme son attachement à la paix et à la sécurité dans le Sahel, tout en appelant au président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, que le Niger est un État de droit. Aucune menace ne fera taire l'opinion sur la présence des bases militaires étrangères illégales et inutiles sur le territoire nigérien. Conformément à l'article 38 de notre Constitution, précise TLP, la défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien. Tournons la page. Niger lance un appel pressant à tous les citoyens de participer massivement à la marche suivie d'un meeting qui aura lieu le dimanche 29 décembre 2019 à partir de 9h. Elle se déroulera de la place Toumo à la place de la Concertation. Ceci est un appel pour soutenir de vive voix les forces de défense et de sécurité pour qu'elles sachent qu'elles sont les seules sur qui le peuple peut compter pour sa sécurité. TLP demande au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour accomplir leur mission régalienne. Dire non à la présence illégale des forces militaires étrangères. Lancer un appel de pied ferme à la CEDEAO et à l'Union africaine pour former une force conjointe afin d'indiquer le terrorisme au Sahel. Enfin, le mouvement tournant la page demande à la population de sortir massivement pour cette manifestation pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont prêtes pour la sécurité du Niger et donc pour le sacrifice ultime. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public cet après-midi par le mouvement tournant la page. Autre aspect de cette édition, et c'est pour parler de cette annonce faite par le président en exercice de l'UEMOA, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, faisant état de l'abandon du franc CFA au profit de locaux. Une annonce qui a provoqué
provoqué des vives réactions. Cependant, beaucoup ne comprennent pas le maintien de la parité donc, avec l'euro. C'est ce qui a suscité cet éditorial d'Alice Sebrem. Le coup de tonnerre est retentissant dans le ciel économique des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui utilisent le franc CFA. En effet, à la faveur d'une visite du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara proclame que le franc CFA sera abandonné au profit de l'euro. Alors la joie est grande chez les profondeurs du franc CFA qui a été institué depuis 1945 et que beaucoup qualifient de monnaie colonialiste. Après les indépendances acquises par plusieurs États africains à partir des années 1960, l'indépendance qui reste aujourd'hui à parfaire est celle qui concerne la gestion de la monnaie par les États africains. Sur ce point, l'euphorie provoquée par l'annonce de la mort du franc CFA a été de courte durée. Certes, la France a accepté que les États ouest-africains retirent leurs réserves de change du compte français, mais le grand paradoxe subsiste toujours. La France se dispose à garantir la parité fixe à la monnaie éco. En clair, tout comme le franc CFA, un éco sera toujours égal à 650 francs. Et le comble de l'ironie, la France se dit prête à venir en aide aux pays qui auront des problèmes après avoir retiré leurs réserves de leur banque. Alors on doit se demander pourquoi cette soudaine précipitation dans le processus d'abandon du franc CFA. Il n'y a pas de doute, le jeu de la France dans cette affaire n'est pas clair. Dans l'esprit de beaucoup d'Africains de l'Ouest qui utilisent le franc CFA, l'indépendance suppose la rupture totale avec la France sur le plan monétaire. Et nous le disons, le moment est bien arrivé de s'affranchir définitivement de la France. Pour cela, il suffit tout simplement aux chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'apporter leur adhésion à l'éco et de travailler à son arrimage à une monnaie plus forte que l'euro, qui est le dollar. Dans tous les cas, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont à la croisée des chemins. Occasion pour eux de montrer s'ils sont dignes de la responsabilité placée dans leurs mains ou s'ils ne sont que des piètres dirigeants. Alice Ibrahim, et cette annonce a fait aussi réagir certains citoyens que je vous propose de suivre donc, au micro de notre reporter Hamza Sakou. Je pense que cette transformation du nom du franc CFA en éco n'est qu'une mise en scène parce qu'il n'y a pas une grande différence entre l'éco et le franc CFA, c'est seulement le nom. Et il faut retenir aussi que nous avons eu l'information que 1 euro égale à 650 éco, donc ça revient à la même chose. Comme l'a dit certains spécialistes, certains économistes, la monnaie ne va changer que de nom, de franc CFA à l'éco. Hormis, ils ont dit, c'est pas les dépôts là, les 50% des réserves là, ça c'est le seul changement que nous avons pu constater, qui ne sera pas fait. Et peut-être le retrait de la France dans la commission qui va gérer la monnaie. La France n'est pas encore prête pour accepter de finir avec le franc CFA. C'est une autre forme de dévaluation. Si on dit 1 euro égale 655 francs CFA, n'est-ce pas? Et un éco est égal à 1600 francs CFA. Cela veut dire que si tu as un salaire de 200 000 par mois, 200 000 par mois en francs CFA, en éco, ça serait un salaire de 5 000 francs CFA. Mais économiquement parlant, je vais vous dire que il faut essayer de comprendre que pour qu'il y ait l'abolition du franc CFA, il faut que dans l'espace UMOA, il faut qu'il y ait ici en Côte d'Ivoire un Sankara, au Sénégal un Sankara, au Niger un Sankara, au Burkina un Sankara. Chose qui n'est pas facile, c'est pas possible. C'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord qu'il y ait une abolition du franc CFA. Et si vous constatez cette fraternité qui lie Emmanuel Macron et Ouattara, Ouattara il criait, il riait que c'est l'abolition du franc CFA. Et vous pensez que c'est réellement de l'intérêt du peuple africain? C'est pas possible. Si réellement les gens veulent à ce qu'il y ait l'abolition de ce franc CFA, il faut qu'on coupe tout avec la France. C'est vraiment dommage, c'est douloureux pour nous que ce soit notre propre compatriote qui prend des décisions comme ça.
qui n'est pas du tout une décision qui relève d'une souveraineté de notre espace. Parce que notre espace devrait quand même pouvoir se retirer totalement de toute dépendance vis-à-vis de n'importe quel pays par rapport à sa monnaie. Le franc CFA, c'est-à-dire c'est une monnaie qui est fabriquée en France, dont 50% de notre monnaie appartient aux Français. Donc aujourd'hui, je pense bien que si cette monnaie est changée, c'est vraiment une grande opportunité pour nous parce qu'on sent déjà une indépendance. C'était là donc les réactions de quelques citoyens sur l'abandon du franc CFA en faveur de l'eco. Une bonne nouvelle pour les candidats au pèlerinage résidant en Asie. En effet, l'agence pour le Hajj et la Umrah Hambali Voyage vient de mettre à leur disposition un bureau en République populaire de Chine. C'est un fruit d'un partenariat avec une société chinoise, nous précise Ibrahim Yero. Après un Hajj bien réussi en 2019, Hambali Voyage s'engage dans la conquête du monde. En tout cas, l'agence de l'honorable Bachir Haruna Hambali vient d'ouvrir un nouveau bureau en République populaire de Chine. En visite au pays de Mao, le PDG de Hambali Voyage a inauguré la nouvelle représentation de l'agence en partenariat avec la société ISAM basée en Chine. Désormais, les Nigériens vivant en Chine peuvent s'inscrire pour le Hajj ou la Umrah sans avoir à se déplacer. To irbore kan go fuyamo surtout lo me bore zama lo me be kurda na kanni go da bore na kanni go goida bore ngai no ganda gabi lo me bore nan kul kai go kai dai go goyan da bore kan ga bayin ngai mo goyan da borano go koy da umurano da hajjono da bora fami no koy am yo jirga irga boy kute borase o azan so bore mbo boni wo kan ga bayin ngai nganya inga haiga hamtumu wala De la même façon que Hambali Voyage fait des conteneurs pour acheminer le surplus de bagages de ses pèlerins en Arabie Saoudite, elle offre maintenant aux commerçants qui font des affaires en Chine la possibilité de faire transporter leurs marchandises par conteneur jusqu'à Niamey. Kuma duk mutane da suke so su zo nan ga Azi suna yi su gani Hambali Voyage muna so mu bude cargo da kaya da za kai container da za kai kayan su hal a Niamey. Duk masalan visa kuma in mutane suna da masalan visa suna so su zo nan ga suna ta su gani agence Hambali Voyage duk wanga aid muna yi mu kawo su. Donc voici le premier conteneur de la coopération Hambali Voyage et du ISAM de la Chine. Employé Hambali Voyage na Hambali Voyage n'a pas encore dit son dernier mot. L'agence de Bachir Haruna Hambali n'entend plus se confiner dans l'organisation du pèlerinage. D'ailleurs, l'entreprise s'apprête même à lancer dans les mois à venir une initiative révolutionnaire. Pour l'instant, nous n'en dirons pas plus. Retour ici au pays, donc et directement pour nous atterrir à l'université Abdou Moumouni de Niamey qui fait face à d'énormes problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de cette institution. En tout cas, même les enseignants-chercheurs se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est un reportage signé Hamza Saoukou et Chebou Guissou. L'enseignement supérieur bafoué au Niger, créé en 1971, l'université Abdou Moumouni de Niamey est classée derrière toutes les universités du monde, dû à son mauvais fonctionnement qui s'explique par plusieurs aspects, comme l'atteste le secrétaire général du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamey. Dans toute l'histoire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, si on fouille, on ne peut pas parler concrètement de budget. Ce sont des subventions que le gouvernement alloue à l'université Abdou Moumouni de Niamey.
dans cette subvention-là, on plonge les salaires dedans. Or, ce qui doit être fait, c'est de dégager la masse salariale à part et d'accorder une subvention. Malheureusement, le gouvernement verse moins de 18% par trimestre. Ce qui fait qu'on a des problèmes, en tout cas, qu'on rencontre même dans le paiement des salaires. Et la subvention allouée ne couvre même pas la masse salariale, puisque la subvention ne suffit pas, même à couvrir la masse salariale, le fonctionnement en partie. Vous allez voir actuellement, on a certaines facultés où il manque même de craie pour écrire au tableau. La craie, s'il vous plaît. La craie là qu'on vend à 10 francs. On a des collègues, parce qu'ils sont animés de ce souci-là, permanent, d'enseigner, d'encadrer leurs petits frères, qui sont les étudiants à l'université de Moni, achètent eux-mêmes la craie dans leur poche. Oh, ce n'est pas à l'enseignant d'acheter une craie pour enseigner. Ce n'est pas son rôle. Et encore pire, il y a des administrations, des canals qui manquent même parfois du papier pour imprimer des sujets, ou même des copies avec lesquelles on fait les examens. Pire, le consommable même informatique fait défaut. Ça fait défaut. Pour mener à bien ce devoir civique d'enseigner, les infrastructures doivent être au rendez-vous pour qu'il y ait plus de retard. Il n'y a pas un seul parent d'étudiant qui ne sait pas qu'il y a un problème de capacité d'accueil à l'université Abdou de Niamey. Et je vais commencer par une simple petite chose. Récemment, sur la femme de sciences, on a réceptionné un amphithéâtre à Flamand-Neuf. Mais je vous invite à aller vérifier. Cet amphi-là n'a pas de tableau. Il n'a pas de tableau. On dit que c'est un amphithéâtre de 1000 places. Mais comment un enseignant peut tenir un cours ou un TD dans un amphithéâtre où tu n'as même pas sur quoi écrire, qui n'a même pas de sonorisation? Ça, c'est un premier problème. Vous allez également remarquer que sur certaines facultés, ou même ici à la fac de lettres, à l'amphibé, qui doit contenir à peu près 300 élèves, 300 étudiants, dans lequel vont se retrouver au moins 1000 étudiants. Ce qui fait que c'est lamentable ce qui se passe au Niger, et surtout à l'université de Niamey. Comment des étudiants peuvent venir dans une salle de cours, s'asseoir à même le sol pour suivre un cours? Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamey, appelle les autorités en charge de l'enseignement supérieur de prendre leurs responsabilités en main, tout en respectant le protocole d'accord signé par les deux parties. Intéressons-nous à présent, Hamza Sakou, au bilan du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Donc, vous le savez, déjà, les élèves se préparent pour le congé de Noël. C'était un repos ce matin. Notre équipe composée de Asma Oseidou et Abouakar Soleil a fait le tour de quelques établissements publics et privés. Voici ce qu'ils nous rapportent. 3 mois après la rentrée scolaire 2019-2020, le bilan est satisfaisant selon les responsables des établissements scolaires et des élèves. Les cours se sont déroulés normalement au niveau des établissements privés, tout comme dans le public. Aucune perturbation n'a été enregistrée, précisent les responsables des établissements. Cette année 2019-2020, il y a une accalmie relative au niveau des établissements scolaires. Je veux dire que il y a eu moins de perturbations, ce qui fait que les enseignants ont dû progresser normalement. Les taux d'exécution des programmes tournent autour de 30 à 40% selon les niveaux et les matières. Tout est très bon d'ailleurs, pas bon seulement. On n'a pas connu de perturbations ni du côté des enseignants. En dehors des quelques jours qu'on a perdus suite à la mort de nos soldats, de la terre leur sol légère, vraiment on n'a pas connu de perturbations. Par rapport au bilan du premier semestre, on dit tout va bien parce qu'il n'y a pas eu de débrayage du côté des enseignants et du côté des élèves. Cette année, on est en avance par rapport au taux d'exécution, on est en avance par rapport à l'année passée. Et donc ce que nous pouvons dire aussi,
et que les élèves doivent persévérer dans ce sens et aussi les enseignants pour qu'on puisse finir à temps le programme scolaire. Effectivement, commencé depuis le 16 septembre, nous sommes en train de boucler ce premier trimestre-là. Et le semestre lui-même, il va être complètement bouclé en 2020, en début 2020, à partir de janvier. Mais jusqu'à présent, nous avons fait un certain nombre de cours. Plusieurs chapitres ont été déjà étudiés et il fallait faire des évaluations à chaque fois, s'arrêter et évaluer les élèves pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer, voir en fait à quel niveau de compréhension ils sont. Alors nous avons fait 3 évaluations générales, 2 devoirs et une interrogation écrite. Le premier trimestre s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'arrêt de travail, tout s'est passé normalement, les cours également. Un bilan apprécié aussi positivement par les élèves. Les trimestres se sont bien passés parce qu'on a été bien formés durant toute la période. On a bien étudié et puis les professeurs sont très attentionnés. Ils donnent de bons exemples. On a bien travaillé, congé, oui, pour faire des rattrapages, pour qu'on puisse finir les chapitres, les programmes. Au regard du climat dans lequel ce premier trimestre s'est déroulé, les responsables des écoles appellent les parents à un suivi de ces enfants et aux élèves de garder le même rythme. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation dénommée e-campagne, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active était le dimanche dernier à Zander, de la capitale du Damagaram. Respect de la diversité religieuse et du genre était le sujet abordé avec la jeunesse de Zander à travers une conférence débat que nous résume Adam Soumana. Promouvoir l'éducation civique et citoyenne en faisant émerger de nouveaux leaders, femmes et jeunes sensibles aux besoins collectifs, tel est entre autres soucis ayant guidé l'association de blogueurs pour une citoyenneté active à organiser cette rencontre avec la jeunesse du Damagaram. Ainsi, d'éminents conférenciers sont appelés à échanger avec cette importante frange de la population autour d'un thème dont l'un des initiateurs de ce cadre d'échange nous cite son objectif. À travers cette conférence débat, nous toucherons l'épineuse question de la diversité religieuse. Que faire pour renforcer le vivre ensemble, tout en respectant les pratiques religieuses différentes des nôtres? Car nous avons constaté que toutes les sociétés qui ont amorcé leur développement économique et social sont parvenues d'abord à transcender les discriminations liées à l'ethnie, à la race, au genre et à la religion. Conscient des faits précités, le Parlement nigérien vient d'adopter, par exemple le vendredi 6 décembre 2019, le projet de loi prévoyant de rehausser le quota des femmes de 15% à 25%. Toutefois, dans les faits, la loi sur le quota est rarement été respectée dans son application par nos gouvernants, d'où l'importance d'intensifier les activités visant à faire émerger de nouveaux leaders au sein de femmes et des jeunes sensibles aux besoins collectifs. Pour leur part, les conférenciers, après s'être longuement apaisantis sur les références juridiques tant nationaux qu'internationaux qui encadrent le sujet objet de cette rencontre, n'ont pas manqué d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de l'éducation civique et citoyenne ainsi que la tolérance religieuse. La religion, effectivement, doit favoriser la tolérance entre les personnes. On peut voir donc un État pluriethnique ou pluri-religion. Et on peut avoir dans cet État des religions majoritaires et des religions minoritaires. Si par exemple donc, au niveau d'un pays X, où il y a une religion majoritaire A et une religion minoritaire B, et que ceux qui ont la religion majoritaire se permettraient de massacrer par exemple la religion minoritaire, alors les mêmes pratiques aussi, n'est-ce pas, par effet de réminiscence ou de vengeance, ceux qui sont massacrés, quelque part on peut avoir un autre pays au monde
où nous sommes majoritaires. Et elles vont se permettre également de prendre leur vengeance. Donc c'est pourquoi en tout cas, dans un pays, donc, on doit éviter effectivement l'extrémisme religieux. Donc on doit éviter donc effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui pratiquement, à travers les réseaux sociaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous assistons à l'avènement d'un village planétaire. Et la religion aussi, pratiquement, est devenue un produit qui est mondialisé. Nous savons que de l'indépendance à la fin des années 80, le Niger faisait face aux problèmes sociopolitiques et économiques. Il y a de la malgouvernance, la pauvreté générale, l'inégalité sociale, la corruption, vous avez le chômage endémique des jeunes, etc. Les populations vivaient dans la méconnaissance ou le non-respect des principes démocratiques, donc les principes de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Et ce phénomène aboutit inévitablement aux violations des droits. La pertinence du thème a amené l'assistance à s'impliquer pleinement dans le débat, qui pour apporter des contributions, qui pour des questions d'éclaircissement. Toute chose qui prouve à suffisance que ABCA a touché du doigt un sujet qui tient au cœur de la jeunesse des Zender. L'Union des professionnels des médias du Bénin a rendu public ce lundi une déclaration à Cotonou au Bénin suite à l'arrestation depuis vendredi dernier du journaliste en ligne du Bénin Web TV Ignassa Sossou. Dans celle-ci, UPMB a mis en relief la menace qui plane sur le métier et la responsabilité des professionnels des médias. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par la présidente de cette union. Mesdames et messieurs, chers consoeurs et chers confrères, la déclaration de ce jour a pour objectif central l'interpellation aux premières heures du vendredi du 9 décembre 2019 à son domicile du journaliste Ignace Sossou en service dans l'organe en ligne Bénin Web TV par les éléments de l'Office central de répression de cybercriminalité sur instruction du procureur de la République du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Cette situation, qui fait suite à plusieurs autres, interpelle doublement l'Union des professionnels des médias du Bénin sur les menaces qui planent sur les journalistes dans notre pays, mais également et surtout sur la responsabilité des professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. L'interpellation de notre confrère suite à des accusations de publication d'informations sorties de leur contexte formulées à son encontre par l'autorité judiciaire lors du forum Verifox contre les fausses informations organisées à Cotonou par Canal France International. Il est reproché à Ignace Sossou d'avoir relayé et travesti sur sa page Facebook les propos du procureur de la République venu à l'autre et ayant reçu l'assurance que les diligences nécessaires seront faites dans les prochaines heures pour tourner cette page, l'UPMB saisit la présente tribune pour en appeler à la conscience professionnelle de tous les acteurs des médias du Bénin. L'exercice de sa profession est un sens aigu de responsabilité et est un gage de sécurité pour le professionnel des médias. Aussi, et malgré les conditions difficiles d'exercice du métier de journaliste dans notre pays, l'Union des professionnels des médias du Bénin invite tous les professionnels des médias à faire de l'éthique et de la déontologie des boussoles dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l'information. Fait à Cotonou le 23 décembre 2019 par l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je vous remercie. Merci aussi. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.